messieurs, merci de toujours nous préférer pour vous informer sur Tamidi Magazine de ce lundi 4 mars de l'an 2024. Voici les grandes lignes à développer. Pour non-satisfaction de leurs revendications, le secrétariat exécutif national de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale a adressé une motion de grève à la ministre du Travail et de la fonction publique ainsi qu'aux autres ministères chargés de l'éducation au Bénin. Que retenir de leurs revendications? Nous avons reçu pour vous un coup de fil Rodolphe Seyanka, secrétaire général de la FESEN-CSTB. Et pendant ce temps, c'est déjà le second semestre dans les collèges et lycées publics du Bénin. Au collège d'enseignement général de Karimama, un accent particulier est mis sur l'organisation des travaux dirigés pour rehausser le niveau des candidats et ceci avec le concours de la mairie de Karimama. On en parle dans ce 13h. Et puis, que devient la réforme annoncée par la mairie de Malanville dans le secteur des conducteurs de taxi-moto quelques jours après la date de mise en vigueur? C'est le statu quo dans le rang de ces derniers. Nous avons fait le constat et quelques-uns se sont prononcés. Mesdames, Messieurs, d'autres nouvelles au plan local et international seront également au rendez-vous et ce sera la revue de presse nationale de Lukman Routio qui viendra en pied d'édition. Bonjour et bienvenue à tous. Sotamidi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale annonce une grève d'avertissement de 24 heures à compter du jeudi 7 mars prochain. Objectif, exiger la satisfaction des revendications des enseignants et personnels administratifs des écoles et universités publiques. Une motion de protestation pour attirer l'attention du gouvernement que ça ne va pas selon Rodolphe Seyanka, secrétaire général de la FESEN-CSTB que je vous invite à suivre. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est le reversement des AME qui ont été recrutés sur la base d'un test et qui figure ce qu'on appelle la base des données. Lorsque nous prenons cette catégorie d'enseignants, fait pratiquement aujourd'hui 80% du personnel enseignant et ils sont utilisés comme sur le marché noir. Leur salaire, le taux d'horaire qu'ils exécutent ne répond à aucun test en vigueur dans notre pays. Lorsque vous prenez aujourd'hui pratiquement les enseignants contractuels d'État ou fonctionnaires d'État, majoritairement, ce sont des professeurs adjoints. On leur fait jouer, n'est-ce pas, le rôle de professeurs certifiés pendant qu'ils perçoivent le salaire de professeurs adjoints. On exige, dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt des enfants, que ceux-là soient retournés en formation à l'UNS pour un complément de formation. Cela va dans tout crédit notre système éducatif. Ensuite, les conditions de travail, les conditions d'études de nos apprenants, les classes à effectifs pléthoriques, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de laboratoire. Nous pensons que ce sont des conditions nécessaires que le gouvernement doit créer aujourd'hui pour que les enfants soient également formés. Et d'autres problèmes, les impôts, les taxes sur les produits de première nécessité, à savoir l'électricité, l'eau, les vivres qu'on consomme au quotidien là, le gouvernement doit subventionner en supprimant ou en réduisant les impôts pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, notamment des enseignants. Reçu au téléphone par Lukman Routio, le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale estime que ces revendications sont bel et bien légitimes et c'est une façon pour atteindre leurs objectifs, celui de l'amélioration des conditions de travail des enseignants au Bénin. Rodolphe Seyanka, qu'on écoute. La loi prévoit que lorsque le gouvernement, face aux revendications des travailleurs, ne répond pas, les travailleurs ont le droit de faire grève, même si c'est réduit à 10 jours dans l'année. Nous sommes dans notre droit, nous avons mené les démarches. 24 heures, ça paraît insignifiant, mais nous pensons que ça va faire déclic. Ça va faire déclic, ça va amener, n'est-ce pas, le gouvernement à réfléchir. Ça va amener, n'est-ce pas, l'ensemble des usagers de l'école, des parents d'élèves qui investissent dans l'école. Ça va les amener également à voir leurs responsabilités, à savoir leur responsabilité, c'est de faire pression sur ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de créer les conditions favorables aux apprentissages de nos jeunes de toutes les façons. De toutes les façons. Et nous, comme je l'ai dit, c'est une protestation. C'est pour attirer l'attention du gouvernement. Si notre gouvernement peut se saisir de cela, et faire un bond dans le sens de la résolution, tant mieux. S'il ne le fait pas, nous allons tirer les leçons de 24 heures sur les leçons du passé pour voir les formes de lutte appropriées, n'est-ce pas, pour contrer le gouvernement à nous écouter.
Démarré depuis le lundi 26 février dernier, le second semestre de l'année scolaire 2023-2024 se poursuit dans les différents collèges publics du Bénin. Au collège d'enseignement général de Karimaman, l'heure est aux travaux dirigés pour relever un tant soit peu le niveau des apprenants en classe d'examen. Ces travaux dirigés sont soutenus par la mairie de Karimaman. Abdelaziz Rouga, directeur du CEG Karimaman, se veut plus précis. Pour le second semestre, on a déjà démarré d'abord par les TD qui ont déjà démarré tout après les premiers devoirs du premier semestre. La programmation est déjà là pour ce mois de mars et chaque professeur sait déjà quand est-ce qu'il va passer. Et les apprenants sont déjà fixés à leur sort. Nous allons leur donner les exercices en avance qu'ils vont chercher et ça va permettre aux professeurs d'aller plus vite parce qu'ils ont déjà cherché et quand ils vont venir en même temps là, le professeur va désigner quelqu'un au tableau qui va nous donner les résultats. Parce que s'ils vont chercher, ça va nous permettre de maximiser le temps. On ne va pas perdre assez de temps pour pouvoir faire les exercices. Pour ce second semestre-là, nous avons mis les bouchées doubles et par la grâce de Dieu, ça ira. C'est seulement les TD qui peuvent nous aider et la mairie de Karimaman a déjà mis les fonds à notre disposition pour que les TD se passent normalement et les TD sont en train de suivre leur cours les mercredis soirs, les samedis matins. Ça concerne uniquement les classeurs d'examen. Le responsable d'établissement profite de notre micro pour inviter les parents d'élèves à accompagner les candidats pour l'atteinte des résultats escomptés à travers l'organisation des travaux dirigés. Extrait des propos de Abdelaziz Rouga. À l'endroit des parents, c'est pour dire que on a déjà fait les 50% parce que les dates des examens sont déjà connues. Le peu de temps qui reste, vraiment de laisser les apprenants. Parce que nous avons un planning de ne pas les occuper, de les laisser pour les heures du TD. Parce que le TD ne dure pas. Même si nous allons faire les TD, c'est toujours de 7h à midi. Si nous prenons le samedi de 7h à midi et le samedi soir, ils sont libres. Donc aux heures des TD, je conseille aux parents de laisser les apprenants venir suivre les TD. C'est pour un temps. Quand le temps va passer là, ils auront les enfants à leur côté qui peuvent les aider à faire tout. Parce que dans ma zone, c'est les travaux champêtres. Donc, il ne faut pas qu'ils mettent ça dans leur tête. La réforme de la mairie de Malanville pendant ce temps au sujet du port obligatoire de tous les conducteurs de taxi moto de la tenue uniforme serait-elle un échec? En tout cas, tout porte à le croire. Quelques jours après le délai donné par les autorités communales pour la mise en vigueur de cette réforme, plusieurs cabos circulent dans la ville sans la tenue exigée par la mairie. Du constat fait sur le terrain, une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact des conducteurs pour comprendre les raisons de leur réticence. Suivez quelques-uns rencontrés au micro de Zulkifli Luluna et de Moudjaïdou Worio. C'est pas notre faute, c'est parce qu'au début, à Malanville, on travaille avec un plaque. Si aujourd'hui, mairie vient imposer tenue, il faudrait qu'ils vont nous informer un à un et on va parler ensemble, on va regrouper notre idée ensemble et prendre ça ensemble. Nos responsables là, c'est eux qui n'ont pas pris les décisions comme il faut. Parce que tout d'abord, pour qu'on a formé les groupes et dans chaque groupe, il y a brigadier. C'est s'il y a un problème pour que chacun dise ses idées. Donc s'il met les pressions de porter tenue aujourd'hui et ces brigadiers n'informent pas les gens du groupe, il y a situation. Par exemple, on va unir tout Malanville, les hommes de Malanville, voilà la mairie parler là, ça va devenir désordre. Donc, nos dirigeants là, ils ne devaient pas accepter sans l'avis de nous. Ils devaient nous consulter et on va voir ce qui se passe. Si c'est vrai, là, on va dire c'est comme ça on veut, c'est comme ça on veut. Chacun va payer 15 000 et nous, on ne peut pas payer les 15 000. Par an, on paye 5 000. Maintenant, ils ont dit de payer 15 000 par an encore. Nous-mêmes, on avait fait plaque et uniforme. Et les autres ne portaient pas. Et c'est pour ça, maintenant, eux aussi, ils ont créé pour eux. On est nécessaire à payer ça. Voilà, avec le temps là, ça ne va pas. La frontière est fermée, rien ne marche. Je ne suis pas d'accord. Les voies sont là, partout, ils n'ont pas arrangé. Au moins, si c'est terre rouge là, ils ont tracé toutes les voies. C'est là où on passe pour trouver ce qu'on va manger. Et c'est ça actuellement qui gâte les motos. Ça se gâte vite. C'est tous les chaînes dans là. On a tout fait pour nous arranger les voies là où on passe. Il y a trop de sable, on souffre. Nous les aimons. Et c'est dans ce canal, un conducteur de taxi-moto de la commune de Malanville souhaite que les autorités baissent le montant initialement fixé à 15 000 francs CFA.
les prix qu'ils ont mis là, c'est trop élevé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, vraiment, compte tenu des fermetures de frontières là, ça agite beaucoup sur nous. Le prix là, c'est trop élevé. Ce que moi je souhaite, les 5 000 qu'on paye là, ils ramènent ça sur 5 000 là, ça s'arrête là. On va payer les 5 000 et chacun va aller coudre cette tenue. C'est pas qu'on ne veut pas pour la mairie, mais on ne sent pas que la mairie a enlevé quelque chose. S'ils ont enlevé, au moins ils devaient donner ça. Par exemple, celle qui m'avait enlevé tenue pour les ZEM, il les a donné ça cadeau. Au moins s'ils n'avaient pas donné à tout le monde, au moins les membres, le président, vice-président, au moins 5 personnes, ils vont porter, on va voir l'image. Là on saura que vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai. On ne sent pas. Certains disent qu'ils ont payé. Mais je peux dire qu'ils ont payé avec la bouche. Mais s'ils ont papier, quand ils montrent qu'ils ont payé, ils n'ont qu'à montrer l'image de ce que mairie a enlevé et on saura que vraiment c'est bon, ils ont payé. Donc pour ce faire, la mairie aussi n'a pris cette décision et donne quelques ZEM obligés les présidents de notre communauté de ZEM de porter l'habit là d'abord, on va voir. Ou bien les quelques ZEM qui ont payé là, de porter l'habit là, on va voir. Parce qu'on ne sent rien. On parle culture à présent, organisée pour sa première édition à Gungun, une localité de l'arrondissement de Guinée, commune de Malanville. La lutte traditionnelle de la zone Mokole a été une réalité une semaine durant du lundi 26 février au dimanche 3 mars dernier. Cette première a affronté 6 villages, à savoir Gungun, Gungun 1, Gungun 2, Mokole 1, Mokole 2, Fiafoufou et Alpha Kwara. Une satisfaction pour les initiateurs. Alain Diakhoué, qu'on écoute. Vraiment, je suis très content. Tout d'abord, je remercie Dieu le Tout-Puissant d'avoir été avec nous pour cette organisation parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment facile. Nous le remercions beaucoup. Vraiment, je suis très content. Parce que du début jusqu'à la fin, on a su maîtriser et tout a été bien passé. Je remercie toute la communauté Mokole et tous ceux qui ont pu participer pour que cette édition soit faite dans de bonnes conditions. Les gens d'Angara Debout, Alpha Kwara, Gungun, Fiafoufou, toute la zone Mokole, pour ne pas citer et laisser. Vraiment, nous allons lancer un appel aux différents dirigeants, aux autorités, pour que l'année prochaine ils puissent nous aider pour que nous puissions élargir et pour que dans les autres villages pour que la fête soit vraiment belle. Il faut noter que la compétition a été remportée par les lutteurs de Gungun au nom de Ali Rakim, suivi de Moubinou Alpha Kwara, et la 3e place revient à Fadil Barré. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Elles sont nombreuses, ces personnes qui se font soigner à domicile ici à Malanville par des agents non qualifiés qui prétendent avoir suivi une formation dans le domaine de la santé. Ce phénomène des piqûres sauvages prend de l'ampleur de jour en jour et constitue un danger pour la santé humaine. Ayant connaissance de la situation, certains citoyens dénoncent. À Malanville, on a de sérieux problèmes par rapport à notre centre de l'hôpital là. On a beaucoup de sérieux problèmes. C'est pour cela que parfois, même si la personne tombe malade, l'agent qui a suivi là ne peut pas lui amener au centre de santé. Voilà. C'est pour cela que en ce temps-là, les gens profitent pour appeler ces gens de trucs là dont vous parlez. Ils passent chez eux pour les soigner. Il y a d'autres qui savent faire le travail. Et d'autres aussi, même s'ils font après ça quelques problèmes encore. Il y a d'autres, quand tu les appelles par rapport, si tu as le palu là, ils ont leur petit appareil qui font des analyses pour voir si c'est le palu ou bien si c'est d'autres. Mais d'autres là, quand tu l'appelles là, quand il vient là, il demande seulement, tu as mal où? Le ventre, la tête ou si tu as le corps chaud. Donc il y a d'autres qui n'ont pas aucun moyen. Pas seulement pour voir si c'est le mot de tête, le mot de ventre, le mot de... La population de Malanville n'a pas de problème par rapport à ce que je voulais vous exprimer un peu là. Parce que la population a un manque de moyens. Aujourd'hui, si tu as 20 000 francs dans la poche là, quand tu tombes malade, quand tu vas à l'hôpital, les 20 000 là, ça ne peut pas te soigner. Donc, on est obligé d'appeler les gens là qui se tournent un peu là pour de venir nous aider. Donc, si le gouvernement même, parce que je peux dire le gouvernement, peut nous aider par rapport à ce qui passe à l'hôpital là. Donc, je pense que les gens qui circulent dans la rue là pour chercher ce qu'ils vont mettre, ça va finir. Je vois les gens qui passent de maison en maison, comme s'ils ont fait les études de ça, mais ils n'ont pas trouvé de place que le gouvernement lui plaçait. Et eux-mêmes qui passent par porte à porte. S'ils ont attendu quelqu'un qui a maladie, ils passent par là dans son maison pour lui soigner. Et ils lui donnent des médicaments, il prend un peu de l'argent
il se prend comme un bise quoi. Il y a des gens, s'ils ont lui fait ça, ça cause encore un problème, maladie encore. Et encore ça là, c'est pas bon. Et ça suffit seulement que si ta personne est malade, il faut que tu lui apprends, il a qu'à aller à l'hôpital central pour lui soigner en bon soin. Selon le contrôleur d'action sanitaire rencontré, cette situation de soins à domicile s'explique par plusieurs raisons, mais ceux qui s'y adonnent courent d'importants risques. Jules Olaye, responsable d'un cabinet de soins ici à Malanville. C'est des réalités qui s'observent à Malanville. Et ça ne date pas d'aujourd'hui où nous observons des cas de soins à domicile qui sont parfois faits par des aides-soignants ou parfois même par des agents qualifiés. Tout cela sans que cela n'apporte des conséquences énormes sur la vie de la population. Et même ceux qui s'adonnent à ça s'exposent à des risques. Parce que lorsque vous faites ça, c'est vrai, vous gagnez de l'argent, mais lorsque les conséquences sont là, ils ne pourront pas faire face. Vous allez chez les gens et parfois on n'a même pas le matériel nécessaire pour poser un bon diagnostic. Et là aussi, la qualité des médicaments sont douteux. Et on fait les soins. Et parfois, c'est quand ils ne sont même plus là, les dégâts commencent. Vous allez voir, ce même malade, on est obligé de l'amener soit à l'hôpital de zone ou vers une autre clinique. Nos populations également se disent, oui, à l'hôpital, il y a l'accueil qui pose problème. Les cabinets privés ou bien les cliniques sont chers. Lorsque vous prenez cet aspect de charité des soins que vous vous laissez, parfois, moi je vais parler de charlatans, parce que ceux-là, si vous avez reçu une formation en bonne et due forme, je crois qu'il faut remplir les formalités pour pouvoir exercer légalement l'activité. Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières, cette fois-ci c'est avec Zulkifilou Lona. Zulkifilou, bonjour. Bonjour Pierre Tapovo. Au Togo, un an après, la hausse du salaire minimum peine à être appliquée partout, vous nous dites. Effectivement, Pierre Tapovo, depuis 2023, le Togo revalorisait le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Le montant de ce salaire minimum était alors passé à 52 500 francs CFA contre 35 000 francs CFA depuis 2012. Une décision prise et annoncée après des négociations et un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Mais un an un peu plus tard, le bilan de cette hausse semble mitigé. Au Congo-Brazzaville, vous nous dites que c'est déjà le début des travaux de construction de la première université hors Brazzaville. Effectivement, Pierre Tapovo, la semaine dernière, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la première université hors du Brazzaville après le Pointe-Noire de la capitale économique au sud du pays. L'université de Luango, qui sera abritée sur un site de 280 hectares, aura à terme une filière de formation au métier du pétrole et du gaz. Merci beaucoup à vous, Zulkifilou Lona. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, Loukman Wourouchou, c'est bien sûr pour la revue de presse nationale de ce jour. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, les journaux rapportent le rejet à l'Assemblée nationale de la révision de la Constitution. La proposition de loi sur la révision de la Constitution a accouché d'une souris, souligne d'entrée d'Aibi Info. Le challenge, le grand jury, nouvelle mutation, la priorité, l'événement précis, Dynamise Info, le Télégramme, le Soleil Bénin Info, les 4 vérités, le progrès, l'informateur, Fraternité Info, matin libre, sans oublier la boussole informe qu'au Parlement vendredi 1er mars, les députés ont rejeté l'initiative de révision de la Constitution. Par un vote de 111 voix pour, 35 contre et 2 abstentions, la proposition n'a pas recueilli le nombre de voix nécessaires pour son accomplissement et donc, déduit le progrès, les députés disent non à la révision. Quotidien, les 4 vérités n'en dit pas le contraire lorsqu'il résume que 35 députés ont fait échouer le projet. L'opposition fait barrage contre la révision. La mouvance se plie avec ses 111 voix, titre l'événement précis qui précise que 7 députés pro-talon s'opposent et votent aussi contre l'examen. En réaction, les députés du parti Les Démocrates déclarent qu'à travers ce rejet, ils ont fait la volonté de Patrice Talon qui dit ne pas vouloir de la révision, souligne le Télégramme. Au
Aussi, estime la Nouvelle Gazette, 7 députés de la mouvance ont respecté la consigne de vote de talon, car détaille le grand jury, 3 députés BR et 4 Unions Progressives Le Renouveau ont voté contre le projet de révision constitutionnelle. 7 députés de la majorité parlementaire, c'est la surprise créée par la mouvance, relève Matin Libre. Le peuple ne croit pas à nos professions de foi, regrette Malik Gomina, cité par l'événement précis. À l'analyse, le challenge voit 10 députés dans une option politique libre. Mon confrère pense que la cohésion de la mouvance vole ainsi en éclats. Ce sont les réalités de fin de mandat déjà à la porte de la rupture, estime Dynamisme Info. La scène, l'ambiance qui a prévalu au Parlement lors du vote traduit, s'il y a lieu de le mentionner, le manque de cohésion au sein de la mouvance présidentielle, pense mon confrère Pourki. Des parlementaires de la mouvance montrent qu'ils sont prêts à marcher dans le sens de l'intérêt général. En tout cas, le test à Sansebou, jeté à la poubelle, clame en manchette la boussole. Matin Libre constate un échec cuisant. Mission très bien accomplie par les démocrates. Salut nouvelle mutation renchérie par Matin Libre pour lequel l'opposition a tenu son pari. Oui, félicite également Dynamisme Info. Le parti Les Démocrates a fait le bon boulot et mérite des acclamations. Mais attention, alerte Nord-Sud Quotidien. Après l'échec de la ruse, commence la rage. D'ailleurs, rapporte le Soleil Béninfo. Après l'échec de la révision de la Constitution, la mouvance prépare sa contre-attaque. L'allégresse de l'opposition pourrait être de courte durée. Le journal relève le piège qui guette les démocrates. Et qu'en est-il de la proposition à Kenaton de réviser le code électoral, se préoccupe Info Matin. La boussole semble répondre en rapportant que l'ancien député en exil Valentin Dianotin invite les députés à rejeter en bloc la loi Ake. Le peuple est invité à rester en prière fervente et constante, souligne le Canard. Pendant ce temps, dans le reste, en haute diplomatie, l'informateur annonce la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Après la levée des sanctions par la CEDEAO et l'ouverture des frontières du côté du Bénin, une délégation des sommités de la douane nigérienne est à Cotonou, au-delà des dernières nouvelles consacrant le pipeline. Commente la publication et Fraternité annonce une semaine intense d'échanges et de visites de sites. Bien informé, le journal de Ménotin détaille que la mise en service de l'aléoduc effectuée vendredi dernier justifie la présence des autorités des douanes du Niger à Cotonou pour une mission de prospection. La même information est traitée par le Télégramme ainsi que Nord-Sud Quotidien qui par ailleurs souligne que la répression contre les infractions routières a commencé au Bénin. À propos, l'informateur cite Wilfried Léandre Ngwedi qui déclare que la vie des Béninois importe beaucoup pour l'État. Mais il y a nécessité de recadrer les vendeurs de casse véreux, avertit Info Matin. Le challenge pour sa part appelle le Centre national de sécurité routière CNSR et la police républicaine à réagir et à mettre fin au stationnement anarchique des camions gros porteurs à Cotonou. En attendant, mesdames, messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Akova devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, on retrouve Moujaïdou Rouyo. Merci de nous avoir suivis. Suivez juste après moi la chronique du jour, une présentation de Alassane Sanilio. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le bouvier qui perd le contrôle de son troupeau. L'histoire se passait dans les dunes du désert alors que le soleil caniculaire tranche la peau comme un couteau aiguisé.
Les animaux assoiffés, cherchant désespérément une oasis pour s'abreuver, en trouvent et c'est le sauve qui peut. À ces instants fatidiques, le bouvier perd le contrôle, ne maîtrise plus aucun animal. Les animaux eux-mêmes ne le craignent plus, parce que c'est une question de vie. Ils oublient le rôle du guide dont il a fait montre tout au long du désert chaud. Le long bâton qui a tout le temps menacé comme une épée de Damoclès n'inquiète plus, parce qu'on amorce le crépuscule, le moment de la journée où l'importance du bouvier tend à s'estomper. Bientôt la nuit et les animaux se libèrent du bouvier. Le bouvier lui-même le sait, mais il refuse de le savoir parce qu'il a toujours foi en son long bâton qui menace, alors qu'il devrait en prendre conscience pour éviter la honte du crépuscule. C'est l'allégorie du royaume de l'humanité. Un royaume à comportement atypique qui marche toujours dans les pas ancestraux. C'est comme un éléphant qui ne perd jamais de mémoire. Ses descendants feront le parcours qu'il fait aujourd'hui. La typologie comportementale de ce royaume a déjà tout enseigné. Rien n'a changé de ce comportement depuis la nuit des temps. Donc, je suis surpris de voir la surprise des habitants de ce royaume face à certains comportements. Le plus récent est la réunion du 1er mars dernier tenue à la place du village. Certains fidèles du roi lors de cette réunion ont tenu pour la première fois des propos à l'encontre du roi. C'est la cause de la surprise générale. Cela n'était pas de leurs habitudes. Les habitants du village les ont célébrés parce que selon eux, ils sont des héros. Il y a même des princes qui ont fait croire aux habitants que c'est pour répondre à leurs aspirations qu'ils ont réagi ainsi. Et les habitants les ont applaudis. C'est de leur, une grave erreur. Je disais plus haut que le comportement dans ce royaume n'a jamais changé. Ce n'est pas demain que ça va changer non plus. Donc, ce que les habitants ont vu n'a rien de surprenant. C'est ainsi que ça devrait se passer. Parce que le roi est fatigué déjà. Beaucoup présagent déjà la fin de son séjour sur terre. Et les prétendants au trône sont en gestation. Dans ce royaume, les derniers jours de règne des rois n'ont plus de valeur. Ce sont les princes prétendants qui font la loi. Ceux qui ne sont pas prédestinés au trône selon la tradition cherchent à se repositionner auprès des probables nouveaux rois. On obéit donc à celui-là. On est prêt à tout pour lui. Parce qu'on se dit le roi actuel a une courte durée de vie. Cela sera trop tard si on veut l'accompagner jusqu'à la fin. C'est pourquoi les plus audacieux et les plus stratèges osent lui tenir tête. C'est une vieille tradition dans le royaume. Tous les rois ont connu le même sort. Ce qui étonne, c'est quand au soir de leur vie, ils cherchent à forcer eux aussi les choses. Sachant bien que dans la conscience collective, ils n'ont plus la légitimité populaire pour atteindre leur objectif. Parce que le peuple de ce royaume est fatigué de la routine. Raison pour laquelle ils célèbrent les princes qui osent tenir tête au roi, même s'ils savent que ces princes courent pour leurs propres intérêts. Ils préfèrent faire la même lutte, parce qu'ils veulent aussi se venger. Pour eux, le roi les a beaucoup fait saigner durant tout son règne. Il frappe sans ménagement. Son épée n'a jamais chômé. Le roi même le sait et il revendique sa rigidité. Alors que le peuple de ce royaume n'aime pas ça. C'est un peuple qui aime la flexibilité, qui préfère le désordre dans la douceur que l'ordre dans la douleur. Mais le roi dit que c'est ça qui mène au bonheur. Un bonheur que le peuple dit ne pas sentir mais qu'il attribue au roi lui-même. Peut-être que le roi est incompris, et personne ne pourra plus convaincre les habitants de ce royaume de la bonne foi du roi. C'est pourquoi ils ont applaudi les princes alliés du roi qui lui ont dit non lors de la réunion du 1er mars. Et comme le tribunal est dans la main de ses habitants, ils attendent impatiemment l'heure du jugement pour rendre leur sentence que je vois sévère. Mais finalement, quel roi fera le bonheur de ce peuple si insatisfait? Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.